Bonjour à toutes, bonjour à tous. Écoutez, bienvenue à ce premier cours audio. J'espère qu'il n'y en aura quand même pas trop et qu'on pourra vite revenir dans les amphis de l'INSA, même si je sais que vous les aimez pas forcément bien, mais vous allez voir, je pense qu'ils vont vite vous manquer. Alors, à part ça, aujourd'hui, on va se consacrer en fait sur les paramètres dynamiques des capteurs. On a vu des paramètres statiques, les grandeurs caractéristiques, hein, notamment la sensibilité. Et pour l'instant, on a toujours considéré que nos capteurs étaient parfaits en termes de réponse, hein, et qu'ils répondaient instantanément à la moindre sollicitation de la mesurande. Or, vous savez bien que ce n'est pas le cas, et que les paramètres dynamiques des capteurs vont avoir une influence sur la réponse temporelle et fréquentielle du capteur, alors du capteur et du système complet, hein, de l'interface complète auquel est connecté le capteur. Alors quelques prérequis quand même pour cette petite partie de cours. Il faut bien savoir ce qu'est un système du premier et deuxième ordre, hein, savoir les déterminer, savoir quelles sont leurs caractéristiques et savoir manier les fonctions de transfert. Donc typiquement hein, ce qu'on a pu faire en début de EC1. Alors la première question que l'on est en droit de se poser au final, c'est quel type d'évolution le capteur est amené à mesurer. On peut les classer en grandes familles, hein, donc on va avoir toutes les mesurantes qui vont avoir une évolution statique ou quasi statique, hein, donc des évolutions très lentes en fonction du temps, typiquement la température, typiquement la luminosité extérieure. Inversement, on va avoir des mesurantes qui vont avoir une évolution transitoire, donc des évolutions très rapides. Vous avez quelques exemples ici aussi, hein, le débit d'un injecteur automobile par exemple, hein, qui va avoir un temps d'ouverture qui peut être très court, hein, de quelques millisecondes. La contrainte générée par un choc, et une impulsion de courant également, peut présenter une évolution de type transitoire. Donc intuitivement, on conçoit bien que sur ce type de mesurant, la caractéristique prépondérante du capteur sera son temps de réponse. Alors pour l'instant, on n'a pas encore défini le temps de réponse du système, mais vous savez bien, hein, c'est le temps au bout duquel on va pouvoir considérer au final que la mesure est viable. Autrement dit, que la sortie du capteur a atteint son régime permanent, est arrivé sur sa valeur finale. On exprime bel et bien la même chose lorsque je dis ça. Autre type d'évolution, donc les grandeurs qui vont avoir des évolutions plutôt périodiques ou pseudo-périodiques, hein, typiquement par exemple des vibrations, ou les mesurantes qui vont avoir des évolutions de type aléatoire, donc là on est plutôt sur ce qu'on appelle le bruit, hein, avec un signal non déterministe, hein, donc dans le sens où il n'est pas déterminé par une fréquence ou une amplitude. Quand on est dans ce genre de situation, on définit plutôt généralement ces mesurantes par leur spectre fréquentiel, hein. Donc, en vertu du théorème de Fourier, vous savez bien que tout signal dont on connaît la représentation temporelle a une représentation équivalente dans le domaine fréquentiel. Donc évidemment, hein, pour les signaux à évolution périodique, on va avoir des spectres discrets. Pour les évolutions aléatoires, on a un spectre continu. Alors on voit qu'ici, pour en revenir aux caractéristiques de notre capteur, hein, souvenez-vous, notre objectif ici, hein, c'est ça, c'est finalement comment déterminer, comment choisir notre capteur en fonction du type de mesure qu'on cherche à voir. Lorsque l'on sera dans ce genre de configuration, évidemment, là c'est plutôt la bande passante définie par la fréquence de coupure. Alors je dirais même par les fréquences de coupure basse et haute, hein, puisqu'on peut avoir effectivement également une fréquence de coupure de type basse. Donc d'un côté, des signaux dont on va plutôt s'intéresser à l'évolution temporelle et on va plutôt être intéressé euh, par le temps de réponse du dispositif. Et de l'autre côté, des dispositifs, pardon, des mesurandes avec des évolutions plutôt périodiques. Et là, c'est plutôt la fréquence ou les fréquences de coupure du dispositif qui vont nous intéresser. Alors vous savez bien que ces deux grandeurs sont étroitement liées, mais qu'en tout cas, leur lien dépend justement de l'ordre du système. Alors, quelques petits rappels. Un capteur, on va pouvoir bien sûr le considérer comme un système linéaire, comme on l'a fait par exemple là, sur nos circuits quadrupôles en EC1 hein, de type RC, hein, un bloc filtre, hein, c'est bel et bien un circuit linéaire. Un circuit linéaire est défini ainsi, il possède une entrée, alors sur un capteur l'entrée ça va être la mesurande, hein, la pression, la température, etc. Et une sortie, alors là peut-être que l'utilisation de petitesse n'est pas très bien adaptée, hein, ne pas confondre avec la sensibilité du capteur. Là, on parle bien de la sortie du capteur, donc qui est soit la tension, soit le courant, soit même une variation d'impédance.
Et ces deux grandeurs sont reliées directement par un produit de convolution, hein. Si l'on connaît euh, ce qu'on injecte dans le capteur, donc l'évolution temporelle de la mesurande, m de t, on peut connaître comment va évoluer sa sortie à condition que l'on connaisse la réponse impulsionnelle caractéristique du système. Et ça, c'est défini par le produit de convolution, dont on vous rappelle ici la définition, hein, définie par une approche intégrale. Alors vous voyez, cette intégrale n'est pas très sympa. On va évidemment vite quitter le domaine temporel et retourner dans l'espace fréquentiel. Pourquoi? Parce que vous savez bien que lorsque l'on va passer dans le système fréquentiel, donc via la transformée de Laplace ou la transformée de Fourier, ce produit de convolution se transforme en simple produit. Donc c'est beaucoup plus facile à manier, hein, puisqu'on n'est plus sur un calcul intégral. Mais attention, simple produit, mais cette fois-ci entre les transformées de Laplace des différentes grandeurs. Donc là, on va avoir S de P, donc grand S de P est défini comme étant la transformée de Laplace de la sortie, qui va être égale à la fonction de transfert est la transformée de Laplace de la réponse impulsionnelle, multipliée par la fonction de transfert, excusez-moi, multipliée par la transformée de Laplace de l'entrée. Donc on voit qu'au final, quel que soit le domaine dans lequel on est, on a tous les outils ici pour définir l'évolution soit temporelle, soit finalement le comportement fréquentiel de notre système, et comme on le sait, c'est étroitement lié via, on l'a déjà dit hein, d'ailleurs, via la transfo de Laplace ou la transfo de Fourier. Et vous savez également que ce comportement, finalement, le comportement fréquentiel ou le comportement temporel d'un système linéaire dépend directement de son ordre. Donc de nouveau, ici, quelques petits rappels dans un premier temps sur les systèmes du premier ordre. Donc typiquement les systèmes du premier ordre sont des systèmes définis par une équation différentielle du premier ordre. Mais je vais peut-être prendre, je vais demander 30 secondes, je vais essayer d'attraper un pointeur quelque part ici, voilà. Donc on retrouve ici notre équadif du premier ordre. Et on a la réponse classique indicielle qu'on va considérer ici comme notre réponse type hein, dans le capteur. Hein. Donc lorsque le capteur est soumis à un indice à l'entrée, un échelon de sollicitation, on a la réponse typique hein, de la sortie donnée par la forme ici. Hein. Donc, un circuit du premier ordre que vous connaissez toutes et tous, hein, le circuit RC, qui correspond typiquement à ce genre de réponse. Donc ici, les grandeurs fondamentales, hein, c'est ici, hein, c'est tau qui est le temps de réponse du système. Si on bascule, donc si on calcule la fonction, la transformée de Laplace de toutes ces grandeurs, on arrive sur la fonction de transfert d'un système du premier ordre, qu'on a largement utilisé dans le module EC1, donc là-dessus je ne reviens pas sur ce point, je pense que vous reconnaissez largement la fonction de transfert d'un système du premier ordre, et on a ici, cette fois-ci, l'évolution fréquentielle de notre dispositif, pareil, hein, très bien connu maintenant, hein, système de type passe-bas, avec une fréquence de coupure définie ici comme étant égale à la fréquence de cassure et qui se situe à moins 3 décibels en dessous de la valeur obtenue dans la bande passante. Je vous rappelle hein, un point particulier ici que l'on voit. Hein, la courbe réelle hein, par rapport aux asymptotes est à 1 décibel à FC sur 2 et à 1 décibel de l'asymptote à 2 FC. On a également le fameux basculement de phase. Donc ici, évidemment, hein, c'est le même système qui est représenté, hein, selon sa réponse temporelle à gauche, selon sa réponse fréquentielle à droite. Le lien entre les deux, donc entre la constante de temps de réponse, hein, donc je vous rappelle sa définition, hein, elle se situe comme étant le point atteint au bout, comme étant le temps lorsque la réponse atteint la valeur de 0,63 S0, S0 étant la valeur finale, hein, ça c'est la valeur que l'on cherche à avoir, hein, c'est la valeur que l'on met à la sortie de notre capteur que l'on cherche à évidemment déterminer, c'est la valeur finale, c'est la valeur représentative de notre mesurande. La relation donc, entre les deux, elle est ici. La fréquence de coupure est égale à 1 sur 2pi fois tau. Donc si on connaît la fréquence de coupure, on connaît la constante de temps ou le temps de réponse, et vice-versa. Vous voyez bien qu'au final, caractériser un capteur lorsque celui-ci se comportera comme un système du premier ordre, reviendra très souvent à déterminer son temps de réponse ou sa fréquence de coupure, les deux étant une fois de plus liés.
Alors à quoi va nous servir à déterminer ces grandeurs? Petite remarque, vous voyez bien que pour un système du premier ordre, c'est la seule et unique grandeur caractéristique à connaître, soit taux, soit FC. Alors pratiquement, sur notre capteur, nous, ce qui nous intéresse au final, c'est de savoir au bout de combien de temps, factorisable, ah, désolé, dans le mauvais sens. Donc on arrive typiquement, alors si on regarde tout d'abord la réponse temporelle du système, la solution de cette équation différentielle est de cette forme-là. Donc on voit apparaître ici un terme en cosinus, donc apparition d'oscillation, dont la pulsation dépend d'un certain nombre de caractéristiques qu'on détaillera par la suite. Mais on voit que cette réponse dépend également d'un terme en exponentielle qui va venir, c'est l'enveloppe finalement des oscillations, et qui va venir diminuer ou amortir ces oscillations en fonction du temps. Quand t va tendre vers l'infini, on voit que cet exponentiel, lui, va tendre vers 0, et S va tendre effectivement vers sa valeur finale H0. Donc on voit typiquement ici différents types de réponses que l'on peut observer. Et on voit, alors oui, autant pour moi, je vous avais dit qu'on préciserait avant tout les différentes caractéristiques, les différentes caractéristiques importantes à connaître. Sur un système du premier ordre, on avait vu qu'il n'y en avait qu'une, c'était la fréquence ou la pulsation de coupure ou le temps de réponse. Pour un système du deuxième ordre, eh ben, il y en a un plus grand nombre. Évidemment, on va retrouver la caractéristique correspondant à la pulsation propre non amortie, c'est-à-dire quand il n'y a pas d'amortissement, pas de perte dans le système. La pseudo-pulsation, c'est celle qui est vraiment observée sur la réponse temporelle, et une nouvelle caractéristique, le coefficient d'amortissement. C'est lui qui va directement finalement imposer le type de réponse. On le revoit ici sur ce terme, plus Z effectivement va être grand, et plus on va amortir en quelque sorte rapidement le système. Donc tout le comportement d'un système du deuxième ordre dépend directement de la valeur de ce coefficient d'amortissement. Une fois de plus, rappelez-vous l'analogie, faites l'analogie avec un circuit RLC, où ce coefficient d'amortissement, une fois de plus, je vous le rappelle, qui est une image des pertes dans le système, correspond à la résistance sur un simple circuit RLC. Donc on voit que tout va être conditionné par la valeur de Z. On va parler de différents types de régimes. Quand Z est supérieur à 1, ça correspond donc à des taux d'amortissement relativement élevés, le système est dit amorti. On a typiquement une réponse de ce type-là qui peut s'apparenter à une réponse d'un système du type du premier ordre, dans le sens où on n'a jamais de dépassement, où la sortie ne dépasse jamais la valeur H0 ici finale que l'on observe normalement en régime établi. Si Z est inférieur à 1, là on est en régime de résonance, donc on a un régime dit apériodique, et là on va voir apparaître effectivement des oscillations qui vont dépendre directement de la valeur de Z. Plus Z sera élevé, et plus les oscillations vont perdurer. Donc ça, on retrouve, je dirais, typiquement les caractéristiques du système de deuxième ordre, et on voit que dans le cas d'un capteur, ça peut poser souci. Rappelez-vous, une fois de plus, la grandeur que l'on vise ici, c'est H0, c'est connaître la vraie valeur, entre guillemets, à la sortie de notre capteur, et ne surtout pas venir faire la mesure pendant ce régime qui devient le régime transitoire du capteur, puisque là, on voit bien que l'on va faire une erreur relativement importante. Donc, tout comme un système du premier ordre, on essaiera de déterminer, avec notre système du deuxième ordre, le temps de réponse, c'est-à-dire la question en fait fondamentale, c'est au bout de combien de temps je peux considérer que ma mesure est viable. Alors avant de parler du temps de réponse, basculons dans le domaine fréquentiel. C'est pareil, c'est des choses que vous êtes censé à peu près connaître. On vous rappelle ici la fonction de transfert d'un système du deuxième ordre. On retrouve évidemment les trois caractéristiques fondamentales de cette fonction de transfert. Et nos trois régimes, alors autant pour moi, j'ai parlé que des deux premiers régimes sur la diapo précédente. J'ai oublié de définir le régime critique, mais comme son nom l'indique, c'est le régime critique entre le régime amorti et le régime apériodique. Donc d'un point de vue fréquentiel, ça engendre l'apparition d'un pic de résonance si on est en régime apériodique, donc en régime résonant.
sinon, eh bien, pas de dépassement observé sur la fonction de transfert. Donc évidemment, une fois de plus, hein, ce comportement fréquentiel est directement lié au comportement temporel que l'on a vu précédemment. Alors, on a parlé de Z, du coefficient d'amortissement, mais très souvent on parle du coefficient de surtension ou le coefficient de qualité. Q est égal à 1 sur 2Z. Alors pourquoi Q? Parce que Q se détermine assez facilement à partir de la réponse fréquentielle. Donc ça c'est pareil, on l'avait vu lors du premier semestre. Je vous rappelle que Q, il y a deux définitions en fait, hein. Q peut être déterminé comme étant le rapport de la valeur observée à la résonance divisée par la valeur hors résonance, c'est-à-dire ici sur ce plateau. Donc ça, c'est la première définition. Ou la deuxième définition, celle que vous avez ici sur le slide. Q correspond à la valeur de la pulsation de résonance, ou la fréquence, hein, puisqu'on va faire un rapport de toute façon entre ces différentes grandeurs. Donc on peut parler de pulsation fréquence. Donc pulsation de résonance, pulsation où observer le maximum, divisé par la bande passante. La bande passante étant la bande fréquentielle correspondant à une atténuation de moins 3 décibels de la valeur maximale observée à la résonance. Donc deux définitions qui aboutissent évidemment à la même valeur et qui permettent de calculer assez facilement, dès lors évidemment que l'on a la réponse fréquentielle du système, le coefficient de surtension, et de revenir forcément via cette relation à la valeur de Z, ce qui nous permet de savoir au final dans quel type de régime on est. Alors, bon, ceci étant dit, hein, si on a une résonance, il n'y a pas besoin de calculer Z, on sait très rapidement dans quel type de régime l'on est. Alors j'en viens au temps de réponse. C'était simple pour un système du premier ordre, c'est un petit peu plus compliqué pour le système du deuxième ordre. Donc typiquement, alors là je parle évidemment, attention, du temps de réponse lorsqu'il y a une résonance, hein, donc lorsqu'on est en régime apériodique, donc typiquement lorsqu'on va voir apparaître des oscillations. Donc il y a deux grandeurs critiques à connaître. La première, c'est celle qu'on appelle le dépassement. C'est le maximum observé sur la réponse du capteur, le D ici, par rapport, donc c'est la différence entre le maximum par rapport à la valeur finale. Évidemment, plus le coefficient de surtension est élevé, donc moins il y a de pertes, et plus ce premier pic est élevé. Donc ça peut être un peu gênant, hein. Rappelez-vous, hein, si on revient dans le monde du capteur, ça peut être un signal électrique que l'on va injecter ensuite dans un composant électronique, ou typiquement ça peut être par exemple l'entrée d'un amplificateur opérationnel. Donc vous voyez qu'il faut quand même éviter de trop grosse surtension à ce niveau-là, hein, pour pas éventuellement détériorer l'élément, l'entrée de l'étage sur lequel est connecté le capteur. Donc cette première grandeur est quand même intéressante à connaître dans notre cas, dans nos circuits d'interfaçage des capteurs. Et deuxième grandeur caractéristique importante, hein, c'est le temps de réponse. Mais cette fois-ci, on va définir le temps de réponse à n%. Vous voyez bien que, à l'inverse du système du premier ordre, on ne va pas pouvoir déterminer finalement enfin du moins directement l'erreur entre la sortie et la valeur finale. On va plutôt déterminer le temps de réponse à n% comme étant le temps au bout duquel le signal, les variations du signal sont totalement inclus ici dans une gamme correspondant à 1 moins n sur 100 et 1 plus n sur 100. Donc si vous faites un temps de réponse à 10%, ça veut dire que le temps de réponse à 10%, c'est le temps au bout duquel le signal est complètement inclus dans cette gamme, dans cet intervalle de variation du signal. C'est une garantie, évidemment, hein, que l'on tend vers la valeur finale. Donc évidemment, hein, plus n sera faible et plus le temps sera grand. Si on va avoir une réponse à 0,1%, vous voyez bien que cet intervalle ici va être très faible et que le temps de réponse va être beaucoup plus long pour pouvoir observer une entrée, que le signal de sortie soit complètement inclus dans cet intervalle de réponse. Donc deux grandeurs caractéristiques, le dépassement et le temps à n%. Donc sur un système du deuxième ordre, hein, typiquement, on va toujours définir le temps à n%, le temps de réponse à n%, à la différence d'un système du premier ordre.
Alors quelques exemples quand même pour illustrer un peu tout ce que je viens de dire. Donc évidemment, hein, vous voyez bien que, bon, je vais aller un peu rapidement, mais ce sont des notions a priori que vous connaissez déjà plus ou moins sur les systèmes du premier et second ordre. Simplement ici, on les applique typiquement euh, à nos capteurs. Alors je parle pourtant ici des composants électroniques, je l'ai dit également tout à l'heure, hein, puisque de toute façon notre dispositif d'interface va utiliser des composants électroniques, et on voit, hein, et ça vous le savez déjà, hein, on a par exemple l'exemple ici d'un AOP. Un AOP est la plupart du temps un système du premier ordre. Donc tout ce qu'on a dit précédemment est vrai également pour l'AOP. Et c'est une chaîne, c'est un élément de la chaîne de mesure, donc c'est un élément qui va évidemment influencer sur la réponse finale de notre interface des capteurs. Rappelez-vous, hein, là on a une chaîne de mesure, on a un capteur, on a différents étages d'amplification par exemple, avant d'arriver au convertisseur analogique numérique. Donc la fonction de transfert globale de toute la chaîne de mesure, ça va être évidemment le produit des fonctions de transfert élémentaires de chacun des éléments. Donc on peut arriver avec au final une réponse avec des ordres supérieurs à 2. Il suffit que l'on ait un capteur du deuxième ordre, qu'on l'injecte dans un ampli ici du premier ordre, on voit bien que là on arrive sur un système qui peut devenir supérieur à 2. Transistor également est un système du premier ordre. Donc typiquement, finalement, la plupart des composants électroniques vont se comporter comme des systèmes du premier ordre. On revient dans le cas précédent, on était vraiment sur des diagrammes de Bode, donc exprimés en décibels. Vous voyez bien on exprime la tension de sortie en millivolts. Donc attention, hein, on n'est pas en décibels, donc faites toujours bien attention, hein, lorsque vous êtes amené à déterminer des critères ou des grandeurs sur des valeurs expérimentales, hein, bien vérifier les unités et puis fatalement voir si vous êtes en dB ou si vous êtes en échelle linéaire. Donc là on est en échelle linéaire et on voit un système du deuxième ordre, hein, avec un pic de résonance qui apparaît. Alors on voit, hein, la complexité que peut engendrer finalement ce comportement, puisqu'on voit que la hauteur du pic dépend en plus de l'accélération, hein. On voit une première courbe ici pour une accélération de 1G, une deuxième courbe fréquentielle pour 5G et pour 10G. Donc évidemment, il ne faut surtout pas être là dans cette gamme fréquentielle lorsqu'on va venir utiliser notre capteur. Vous voyez bien que la mesure ici, elle est complètement fausse. Nous, ce qu'on veut, c'est une sensibilité, donc une sortie qui ne dépend pas de la fréquence, hein, qui dépend uniquement ici de l'accélération. Donc typiquement, vous voyez bien que si vous êtes à ici 100 Hz, vous voyez bien que la tension de sortie ne dépend que de l'accélération. À 1G, je suis là, 5G, je suis là, à 10G, je suis là. Même si à 10G, on voit que c'est plus aussi constant, je parle de la sensibilité, en fonction de la fréquence, que ça l'est à 1G ou à 5G. Alors qu'est-ce qu'on peut déterminer ici? Rappelez-vous, hein, le but ultime, nous, c'est pas simplement s'amuser à regarder les diagrammes de Bode, c'est de déterminer des caractéristiques pratiques pour le dimensionnement de notre capteur. C'est un système du deuxième ordre, il nous faut à minima la fréquence de résonance, donc elle va être là, hein, visiblement elle est à 2 kHz, hein, quelle que soit ici la valeur de l'accélération. Et il nous faut également le Z, le coefficient d'amortissement. Mais on a dit que lorsqu'on avait ce type de représentation, on va plutôt essayer de déterminer le coefficient de surtension. Et ici, je vais utiliser la première relation que je vous ai donnée tout à l'heure. Rappelez-vous, le coefficient de surtension, c'est la valeur maximale observée à la résonance divisée par la valeur maximale observée hors résonance. Donc, par exemple, si je me mets à 5G, ici, c'est peut-être la lecture la plus directe que l'on peut avoir. La valeur maximale observée à la résonance, eh ben, c'est 500 millivolts. Hors résonance, c'est 200 millivolts. On a donc un coefficient de surtension de 500 divisé par 200, autrement dit 2,5. Donc ça reste un coefficient de surtension relativement faible. Ça nous permet de calculer Z, ça me permet de calculer le temps de réponse à N%, etc. etc. Après, je vous renvoie à toutes les formules que l'on avait précédemment. Mais à minima, une fois de plus, il faut être capable de déterminer l'ordre du système et en tirer les caractéristiques fondamentales. Donc pour un système du deuxième ordre, c'est, je vous le rappelle, la fréquence de coupure et être capable de remonter à Z ou à Q, hein. On est bien d'accord, hein, si vous en connaissez un, vous connaissez l'autre. Donc là, typiquement, c'est on continue un autre capteur, un accéléro,
que l'on va retrouver typiquement dans les smartphones. Donc on voit de nouveau visiblement un système du deuxième ordre. Attention hein, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là, vous voyez, response en décibels. Cette fois-ci, on est bel et bien en dB. Donc vous ne pouvez pas appliquer directement cette valeur max sur cette valeur min. Hein. Attention, ça ne marche pas en décibels. Hein. La valeur du coefficient de surtension hein, correspondant à la valeur observée à la résonance divisée par la valeur hors résonance, hein, c'est en échelle linéaire, c'est pas en décibels. Alors là, bon, on peut quand même malgré tout le faire, hein, puisqu'on voit qu'on a 0 dB, donc ça correspond à 1, 6 dB, ça correspond à peu près à 2, donc ça doit faire un coefficient de surtension de 2. Alors, je dis 2, vous voyez, c'est l'ordre de grandeur, parce qu'on dépasse 6 dB. Alors, ce qui nous sauve ici, c'est que pour ce capteur en particulier, dans le datasheet, on nous donne le facteur de qualité, quality factor, vous voyez, 2,5. Vous voyez, bon, j'avais l'ordre de grandeur, mais bon, je m'étais quand même un peu planté. Donc, une fois de plus, hein, allez à la pioche, allez à la pêche, pardon, aux infos. Regardez les graphes, regardez les tableaux qu'on vous donne. Généralement, on arrive toujours à retrouver toutes les infos qu'il nous faut. Vous voyez qu'ici, on a la fréquence de résonance. J'ai dû me tromper tout à l'heure d'ailleurs. Je ne sais pas si j'ai dit la bonne, ou je l'ai peut-être même pas dit. Autant pour moi, je confonds avec l'exemple précédent. Mais vous voyez qu'ici, eh ben, on a notre fréquence de résonance, notre facteur de qualité. Donc on arrive à s'en tirer avec ça. Donc ça veut dire qu'on est capable maintenant de spécifier hein, notre capteur en termes de temps de réponse. Une fois de plus, hein, c'est ce qui est important, et de dépassement aussi. Hein. C'est très important, parce que vous voyez bien qu'ici, tout comme le capteur précédent, on a un risque de dépassement en tension hein, par rapport à ce qu'on pourrait observer. Donc là, alors je ne sais pas si c'est très visible, on voit le temps, cette fois-ci, la réponse temporelle hein, à un échelon, et on voit typiquement le système du deuxième ordre avec ses oscillations. Celle-ci est un peu particulière parce qu'on voit qu'au début, on a une inversion de phase. Bref, je ne vais pas détailler plus que ça, mais une fois de plus, hein, ça reste quand même typique d'un système du deuxième ordre. Donc voilà, on en a fini pour cet aspect, pour ces aspects paramètres dynamiques. Donc vous voyez, finalement, hein, c'est pas très compliqué. Il faut bien connaître les deux grandes familles, donc les systèmes du premier ordre et les systèmes du deuxième ordre. Rappelez-vous, on parle des capteurs, on l'a vu au travers des exemples, hein, les capteurs sont la plupart du temps assimilés à des systèmes du premier ordre et des systèmes du deuxième ordre. Attention, la réponse globale du système va dépendre aussi des fonctions de transfert, des blocs que l'on va connecter entre notre capteur et le convertisseur analogique numérique. Hein, donc évidemment, il faut également les prendre en compte. Mais en résumé, vous voyez bien que pour les systèmes du premier ordre, il faut être capable de déterminer sa constante de temps ou sa fréquence de coupure. Pour un système du deuxième ordre, un peu plus compliqué, il faut connaître sa fréquence de résonance et son coefficient de surtension, du moins évidemment quand on est dans un régime de surtension. Et à partir de ces deux éléments, on est capable de calculer, d'optimiser, hein, de savoir au final, rappelez-vous, la seule question finalement qui nous intéresse ici, c'est au bout de combien de temps je peux considérer que la sortie de mon capteur est viable lorsque je le soumets à une impulsion, hein. Je vous l'avais dit, hein, ou hein, un indice de sollicitation. On avait dit que c'était vraiment l'objectif ici, dans ce bloc, ce premier bloc, qui est relativement court, mais qui est fondamental. On voit l'importance, hein, évidemment, de connaître toutes ces données. Voilà, donc je vous invite ici, à partir de ces données, éventuellement, hein, si vous n'êtes pas plus très à l'aise avec le système du premier ordre, deuxième ordre, de retrouver les infos là-dessus. On est bien d'accord, hein, ça se trouve un peu de partout, c'est très général, les systèmes du premier ordre, deuxième ordre, vous allez les retrouver en mécanique, en électronique, etc., etc. Donc je ne vais pas vous donner de liens ou de bibliographie en particulier. Et surtout, une fois de plus, rappelez-vous à quoi ça va nous servir. Hein. Ça nous sert à ce que je viens de resynthétiser, hein, à déterminer finalement le temps de viabilité, le temps au bout duquel la mesure de mon capteur pourra être considérée comme fiable. C'est la fin de ce premier bloc. À ce bloc sera associé un certain nombre de petits exercices. Hein. Donc typiquement, vous voyez bien, hein, ça va être des exercices qui vont être très proches de ce qu'on a vu ici dans ce cours. Hein. À partir d'un certain nombre de données, essayer de déterminer les propriétés et les caractéristiques fondamentales.